Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici dans ce très bel espace Mayenne Laval Virtual World. Donc pour ces premières assises nationales éthique et technologie du futur. On est évidemment très heureux de vous retrouver en présentiel après quelques mois pour le moins perturbés pour l'événementiel. Mais comme le disait le président du directeur de Ouest France, il faut bien qu'il y ait des acteurs qui relancent la machine. Et donc Ouest France est très heureux de vous accueillir et de relancer la machine de l'événementiel. Vous êtes globalement entre 200 et 250 présents. Alors vous n'êtes pas encore tous là, mais ça va arriver évidemment au compte-gouttes. Et puis sachez également que ces assises sont diffusées sur la plateforme de Laval Virtual World. Voilà, et nous avons entre 300 et 400 inscrits, donc on est relativement satisfait de ce nombre de participants. Un mot sur le... Voilà, on va saluer ceux qui nous suivent à distance. Bonjour à vous. Un mot donc sur le dispositif numérique qu'on a mis en place pour ces assises. Sachez que vous pouvez enregistrer le programme en téléchargeant le QR code voilà, qui va s'afficher. Voilà, vous pouvez consulter le programme avec le QR code à télécharger. Pour le site des assises et pour y retrouver l'ensemble des vidéos, tout le contenu, les vidéos, les podcasts, les interviews, eh bien, vous allez sur le site des assises voilà, qui s'affiche www.assises au pluriel éthique.com. Sachez également que nous avons mis en place un SMS, un numéro SMS qui s'affichera régulièrement tout au long de cette journée de façon à pouvoir soit réagir sur ce que vous allez pouvoir écouter, mais également poser vos questions puisque nous reprendrons à l'issue de chacune des tables rondes les questions que vous aurez eues, que vous nous aurez posées par SMS. Donc le numéro du SMS, le 07 2 x 67 98 41. Et puis le compte Twitter des assises avec le @assises au pluriel éthique et puis le hashtag assises éthique. Un chat est également à la disposition de ceux qui nous suivent sur la plateforme et qui vous permet également de poser des questions que nous reprendrons. Concernant la journée, il y aura plusieurs pauses et vous aurez donc la possibilité de networker, comme on dit en bon français, pendant les pauses et puis pendant le déjeuner. Avant d'ouvrir ces assises qui, vous le savez, vont nous offrir un plateau d'intervenants absolument exceptionnel, et on peut remercier évidemment toutes les équipes de Ouest France et de Laval Virtual World qui se sont mobilisées depuis plusieurs mois pour réunir ces intervenants qui vont venir ici. Un mot sur les partenaires, sans qui évidemment les assises n'auraient pas pu se tenir. On va les citer. La région des Pays de la Loire, la région des Pays de la Loire, le département de la Mayenne, Laval Agglo et puis le groupe Actuel, bien connu ici, et Orange, un partenaire média qui nous accompagne également, c'est le quotidien 20 minutes, et puis nous avons également le soutien de la SNCF. Voilà, pour ouvrir ces assises, je vais demander à Louis Eschler, le président du directeur de Ouest France, de venir me rejoindre sur scène. Bienvenue, monsieur Eschler. Bonjour à toutes et à tous. C'est quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue, tout d'abord, et vous dire que nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être parmi vous, aux côtés de Laval Virtuel, en physique. C'est la première fois depuis 18 mois, donc on va redécouvrir l'échange physique. Nous sommes heureux aussi parce que le thème de réflexion proposé aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations. Ouest France est inspiré depuis sa création par des valeurs humanistes, des valeurs portées par son actionnaire unique, une association, loi 1901, à but non lucratif, dont le rôle est bien sûr de conforter l'indépendance du journal, mais également de donner du sens à son métier d'informateur. Le nom de cette association
propriétaire de Ouest France, l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Ce nom annonce clairement son intérêt pour l'homme et pour l'univers dans lequel il évolue. En abordant cette journée d'échange et de partage, nous sommes impatients d'écouter les réflexions et les questionnements de nos invités sur la place et l'impact des technologies dans nos vies, dans la vie. Impatients aussi de vous entendre par vos contributions, par vos réflexions, par vos échanges entre vous. Dans notre compréhension, l'éthique est en effet un cheminement de pensée qui se nourrit de l'expérience et des réflexions de personnes ayant des regards différents sur la société. Le positionnement des journalistes de Ouest France et de 20 minutes qui vont contribuer au déroulement de cette journée ne sera pas différent de celui auquel ils se réfèrent chaque jour pour informer leurs lecteurs, que ce soit sur le journal papier, sur les supports numériques ou sur le site Internet. Animer le débat. Animer le débat pour aider chacune et chacun à se forger sa propre opinion et à cheminer dans ses réflexions sur la marche en avant de l'homme. Loin de nous, en effet, l'idée qu'il faudrait rester ancré dans le passé et se détourner d'une dynamique d'invention. Cette dynamique est là, alimentée par des connaissances qui ne cessent de se développer. Cependant, il est de notre responsabilité de trouver la voie éthiquement acceptable pour que les technologies servent durablement l'humanité. C'est donc à cet exercice collectif que nous vous invitons maintenant. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci, Monsieur Echelard. Et je vais demander à Laurent Chrétien, le directeur général de Laval Virtual, également de venir nous dire quelques mots d'accueil. Laurent, prenez ce micro-là. Bienvenue. Merci. Et merci de nous accompagner dans cette aventure. Un mot, d'abord, quel est le sens de ces assises éthique et technologie du futur? Bonjour à toutes et à tous. Je crois que d'abord, ce qu'on a voulu faire, c'est poursuivre un chemin qu'on avait initié il y a quelque temps en créant, pendant Laval Virtual, ce qu'on appelle le Visionary Think Tank, qui est une opération où on fait venir des scientifiques du monde entier qui maîtrisent parfaitement ces technologies et on les fait réfléchir pendant 2 jours avec des industriels, avec des entreprises de services, etc., pour imaginer les contraintes, les usages du futur de ces technologies. Et en 2019, qui, comme le rappelait M. Echelard, pour nous, c'était la dernière édition physique de Laval Virtual, donc ça fait 2 ans. Et on est très content de voir une salle aussi remplie aujourd'hui. Donc il y a 2 ans, issu de ce séminaire, eh bien, l'éthique est ressortie comme un besoin fondamental. Et donc du coup, on s'est dit que éclairer à la fois les entrepreneurs, les élus, les enseignants, les jeunes pour bâtir le monde de demain et faire en sorte que ces technologies servent la bonne cause, le bien de l'humanité. Voilà, c'est ce qu'on a voulu faire, parce que je crois que technologie sans culture ni sagesse peut être porteuse de danger. Technologie sans éthique. Un mot sur le programme qu'on a co-construit entre les équipes de Ouest France et vos équipes. Oui, ça a été un beau travail de coopération avec François-Xavier et Alan Leblois, avec qui on a inventé ce concept il y a un peu plus d'1 an et demi là maintenant. Et donc à l'époque, on a brainstormé, il y avait plein de thématiques évidemment qui rimaient avec technologie et éthique. Et puis le temps, notre rapport au temps s'est imposé parce que
Voilà, parce qu'on parlait à l'époque d'immortalité à l'horizon 2045. On avait des images de cette maman coréenne qui retrouve virtuellement, en chaussant un masque de réalité virtuelle, sa fille dans un environnement virtuel. Tout ça pose des questions sur l'immortalité, sur le voyage dans le temps. Et c'est ces thématiques qu'on va aborder pendant cette journée. Elles sont essentielles, je crois. Alors, il y a une thématique aussi qu'on va aborder, c'est la connaissance. Comment est-ce que vous, expert de ces sujets, vous la voyez évoluer, la connaissance? Alors, je ne suis pas forcément un expert vous avez 2 heures. Absolu de ce sujet, mais je laisserai plutôt Monsieur Yves Coppens m'aider sur le sujet. On a le grand plaisir de l'accueillir tout à l'heure. Mais voilà, moi je pense que en fait, ce qu'on vit là est une histoire de l'accélération de notre connaissance. Si on remonte à la préhistoire, pour fixer les ordres de grandeur, 500 000 ans, on est avec le Néandertal qui commence à pouvoir partager par geste et par son ses idées, sa connaissance. Et puis on divise par 10, 50 000 ans, Sapiens, qui structure le langage, qui commence à pouvoir partager cette connaissance plus facilement avec ses proches. Puis je leur divise par 10, on arrive à Sumer, entre Tigre et Euphrate, et là on invente l'écriture et on commence à fixer la connaissance et à pouvoir en laisser une trace. Et puis je divise encore par 10, on arrive 500 ans à peu près, et Gutenberg qui passe de l'écriture à l'imprimer. Et là, idées et connaissances commencent à se diffuser, accélératrice de progrès, et on en est là aujourd'hui, sauf qu'on divise encore par 10, et on arrive à 50 ans, et c'est l'arrivée de l'Internet et du digital qui nous permettent, avec nos smartphones qu'on a tous dans la poche, d'avoir la connaissance partout, à tout moment. Voilà, donc c'est un peu la vision. Étape ultime ou non, simple étape? Simple étape, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir dans 5 ans. Et moi, je pense que le fait d'avoir aujourd'hui dans nos smartphones, et peut-être bientôt en nous, la connaissance à tout moment, fait que notre prochaine quête, à mon avis, c'est la connaissance du futur. Et quand on mélange réalité virtuelle, intelligence artificielle, ordinateurs quantiques et leur puissance, eh bien, assez facilement, on peut imaginer qu'on puisse projeter des simulations du futur et jouer sur un curseur, jouer sur tel ou tel paramètre pour modéliser ou simuler le futur. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Evelyne Delia, Alain Gillot-Pétret, Catherine Laborde le font déjà avec la météo. Ce sont des simulations. Mais voilà, on va faire ça, on va aller vers ça, et ça permettra, je l'espère, de faire des choix, et des choix qui seront des choix éclairés, des choix où on va plutôt viser l'harmonie du monde que des miroirs sombres de Black Mirror, quoi. Alors, ce sont les premières assises nationales éthique et technologie du futur. Vous me disiez en préparant, il faut absolument ancrer et il faudra reconduire cet événement pour les prochaines années. Ben, en tout cas, on l'espère, parce que je crois que c'est pas quelque chose qui doit être... ces réflexions, en fait, ne peuvent pas être isolées et ponctuelles. Je crois qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'initiatives qui commencent à émerger et à poindre un peu partout. Rassemblons-les, au contraire, ces initiatives, et faisons en sorte que à l'occasion de ces assises nationales, eh bien, on puisse partager encore plus. Donc l'année prochaine, Laval Virtual aura lieu du 13 au 15 avril. On va revenir à nos dates habituelles. Pourquoi pas l'édition numéro 2 aux alentours de ces dates-là. Merci beaucoup, Laurent. Bonnes assises. Merci à toi. Et je vais demander à Florian Berco, le maire de Laval, le président de Laval Agglomération, et à Olivier Richoux de me rejoindre sur scène pour nous dire également quelques mots d'introduction avant d'accueillir le premier grand témoin de ces assises. Soit on peut rester de... Voilà. Saisissez-vous d'un micro. Voilà. Ouais, ok. Commencez avec vous, monsieur le maire. Oui. Bienvenue. Alors vous pouvez enlever vos masques. Hein. Oui, pardon. Ça sera plus facile. Pas habitué au masque. Non, on ne s'y habituera jamais.
Un mot sur le fait que quand on est allé vous voir pour devenir partenaire de ces assises, la réponse a été positive d'emblée. C'est surtout le fruit d'une dynamique de Laval Virtual et je rends hommage à son directeur, Laurent Chrétien, et une dynamique politique lancée maintenant il y a plus de 25 ans avec un ancien maire de Laval qui est François Daubert et qui a cru tout de suite aux nouvelles technologies comme source de progrès et qui a fait le pari de ces réalités virtuelles, cette réalité augmentée qui aujourd'hui fait que Laval est un berceau technologique mondialement connu grâce à Laval Virtual et accompagné par les collectivités locales. Donc c'est le fruit de cette dynamique-là et toutes les nouvelles questions qu'on peut se poser aujourd'hui au XXIe siècle. Je crois que Laurent Chrétien l'a bien expliqué. Il y a d'un côté la technologie heureuse, les utopies qu'on nous a vendues. Et effectivement, ça a libéré les énergies, libéré la connaissance, permis de dialoguer avec le monde entier en instantané. Et puis aussi le monde des dystopies, et on en parle beaucoup, la chute de l'Empire humain, les robots demain qui vont pouvoir peut-être remplacer l'homme. Et donc des questions fondamentales se posent, et en tant qu'élu, ça nous intéresse particulièrement, puisque notre rôle, il est justement de réguler, plutôt que d'appuyer simplement sur le progrès, de se dire dans quelle direction on doit aller et comment on peut se prémunir de certaines dérives et maximiser ce que peut nous apporter les nouvelles technologies. Il y a un terme qui est important dans l'intitulé des assises, c'est le terme éthique. L'éthique dans la tech. Important. La tech, d'ailleurs, vous connaissez, puisque vous avez baigné dedans. Un petit peu, oui. J'ai surtout côtoyé beaucoup d'innovateurs et d'entrepreneurs dans ma carrière professionnelle auparavant, ayant rencontré plusieurs milliers d'entrepreneurs qui faisaient la French Tech et même la technologie au niveau européen. Et c'est là où j'ai été sensibilisé à toutes ces questions de souveraineté numérique, de sobriété numérique également, sobriété énergétique, et puis d'éthique évidemment, et de comment finalement les usages s'adossent à un certain impact positif pour l'homme, puisqu'il n'y a pas de technologie et d'innovation si elle n'est pas au service de l'homme. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. Il y a beaucoup de débats aussi en cours. Il y a des best-sellers qui ont beaucoup évoqué sur et si demain on trace le trait que Laurent nous invite à faire vers le futur. Certains nous disent que demain on va aller vers la divinité, vers le bonheur parfait, vers l'immortalité. Je crois que ça va être un des débats ce matin. Et c'est toutes ces questions-là qu'on se pose, évidemment. Un dernier mot, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que maire, en tant qu'élu, de ces assises ? Je pense que c'est nous projeter dans l'avenir. On a tous, en tant qu'élus, ce devoir de porter un projet d'espérance, d'espoir. Et donc, comment les discussions d'aujourd'hui vont nous alimenter au quotidien, dans nos politiques publiques, dans nos collectivités, et finalement améliorer la qualité de vie de tous nos concitoyens, des Lavallois, des Mayennais plus largement. Et puis être le berceau de cette réflexion qui est essentielle, d'apporter de l'éthique dans ce monde qui vient, le monde d'après. On en a beaucoup parlé, je crois qu'on y est. Maintenant, à voir comment ces débats vont alimenter ce monde d'après qu'on est en train de créer. Olivier Richefou, même question. Qu'attendez-vous de ces assises en tant que président du département ? I have a dream. Vous l'avez fait. c'est pas de moi, vous l'avez compris. Non, moi je voulais d'abord, si vous me permettez, dire un mot sur aujourd'hui. Parce que le département avait fait un rêve, c'est d'avoir Espace Mayenne. Et vous êtes le premier événement. C'est le premier événement qui se déroule dans cet espace. Oui, donc c'est nous qui essuyons les plâtres. Les plâtres sont aujourd'hui assez secs, bien agrémentés par une structure acoustique qui permet d'absorber le bruit. Mais oui, nous avons eu un rêve, nous, Conseil départemental, c'est de faire cette structure Espace Mayenne pour qu'elle puisse, au-delà des événements sportifs et culturels, accueillir des événements comme celui-ci. Et puis le deuxième rêve, c'est celui que j'avais eu en échangeant à plusieurs reprises, d'ailleurs, avec Louis Echelard. Je me souviens d'une rencontre dans le train, une rencontre aux 24 heures du Mans, où j'ai dit, mais vous faites un truc formidable sur la citoyenneté. Moi, j'ai été bluffé par ce que vous avez organisé à Rennes, à plusieurs reprises déjà. À 3 reprises. 3 reprises. Et j'ai dit, mais en Mayenne, on a besoin. Et bien évidemment, sur le virtuel, c'est une évidence. Et donc, c'est une évidence. Et merci d'avoir répondu à notre attente. Et nos chemins se sont croisés au bon moment, avec François-Xavier Lefranc aussi, avec toute l'équipe, avec Alain Leblois, avec qui on avait aussi échangé à l'époque sur le sujet, pour faire en sorte que cet événement existe. Parce que la qualité de la prestation des partenaires que vous représentez et de la qualité du plateau qu'on va voir tout à l'heure, c'est grâce à vous, grâce à Laurent et à Laval Virtuel, bien sûr aussi, mais
Sans vous, ça n'existerait pas. Et donc, merci du fond du cœur de faire en sorte que ce soit à Laval, aux côtés de Laval Virtual, que cet événement existe. Et comme en plus, c'est une forme d'inauguration de ce lieu qui est Espace Mayenne, c'est un vrai bonheur aujourd'hui. Et c'est un vrai bonheur parce que le thème traité, c'est un thème essentiel. C'est un thème essentiel parce qu'il nous concerne tous. On a chevillé au corps, bien sûr, l'envie d'être auprès de nos concitoyens, de leur être utile, mais l'éthique est essentielle. Elle est essentielle aussi pour nous, élus politiques. Malheureusement, vos médias, quelquefois, reprennent plutôt des exemples d'élus qui peuvent manquer d'éthique. Mais pour nous aussi, cette éthique, elle est importante. Parce que le désamour de nos concitoyens vis-à-vis de la chose publique, qui se traduit quelquefois par l'abstention, il peut aussi être dû à une perception d'un manque d'éthique de la part des élus. Alors, je ne suis pas sur l'éthique et les hautes technologies, la technologie du futur, mais c'est aussi une question essentielle. Et le faire ici à Laval Virtual, en lien avec les technologies du futur, je crois que ça passionnera tout le monde. C'est la première fois. Je suis certain, comme l'a dit Laurent, qu'il y aura des fois suivantes. En tout cas, je compte sur vous, je compte sur notre partenariat, parce qu'avec Laval Agglomération, on est parfaitement alignés sur ces sujets essentiels. Quand on a la chance d'avoir dans un modeste département comme la Mayenne un sujet comme les technologies du futur, comme les réalités virtuelles, on ne peut pas s'en passer. Et donc, il faut vraiment qu'on mobilise tous nos moyens sur le sujet. Et on le fait bien volontiers, nous, conseil départemental, auprès de Laval Agglomération, même si l'économie n'est plus dans nos compétences. Mais sur ce sujet-là, nous sommes parfaitement en phase. Merci beaucoup, Olivier Richefou. Merci Florian Bercot d'être venu introduire ces assises. Et merci encore pour votre soutien. On va rentrer donc dans le vif du sujet avec le premier grand témoin de ces assises. Alors, il est paléontologue, il est anthropologue, il est connu dans le monde entier. Qui mieux que lui pouvait ouvrir cette journée où le temps qui court sera un peu le fil rouge de l'événement, où les nouvelles technologies ont bousculé nos habitudes, ont accéléré nos sociétés jusqu'à la frénésie. Une ouverture en fait sous forme de pause avec donc Yves Coppens qui sera interrogé par François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France. Merci de les accueillir comme il se doit. Alors je précise que Yves Coppens devait être présent. Il nous avait dit qu'il serait présent physiquement. Malheureusement, pour des raisons de santé, il a dû rester chez lui. Et donc, on va l'interroger, enfin François-Xavier, vous allez l'interroger à distance. Voilà, exactement. Alors, je pense que le professeur Coppens est avec nous. Oui, très bien. Professeur Yves Coppens, bonjour. Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir. Et je commencerai par dire qu'à Ouest France, nous vous avons souvent sollicité de toutes ces dernières années. Et à chaque fois, vous répondez présent. Et je veux vraiment vous en remercier du fond du cœur parce que vous êtes un grand vulgarisateur de tout ce que vous savez, vous avez tant à dire, et vous répondez toujours présent. Donc merci à vous d'avoir une fois de plus répondu présent. Alors, il me revient la tâche un peu difficile de vous présenter, même si on ne vous présente plus. Vous êtes paléontologue, vous êtes paléoanthropologue, vous êtes préhistorien. Vos travaux qui sont connus dans le monde entier vous ont mené à la Sorbonne. Ils ont été conduits aussi au Muséum national d'histoire naturelle, au Musée de l'Homme, au Collège de France. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie nationale de médecine. Vous êtes membre de très nombreuses académies étrangères. Vous êtes titulaire de très nombreux prix. Vous êtes surtout celui qui a éclairé la très longue histoire de l'homme dans son plus lointain. Alors, les prouesses de l'intelligence artificielle, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Alors, je ne vous vois pas sur l'écran. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends, mais j'ai des coupures. Ah, très bien. Alors écoutez, je vais essayer de parler lentement pour qu'on se comprenne bien. Oui, ce n'est pas une question de lenteur, c'est une question de débit. De coût. Alors, je disais donc que les prouesses de l'intelligence artificielle qui permettent aujourd'hui de faire circuler des données considérables à la vitesse de l'éclair, elles nous laissent penser que nous avons vaincu le temps.
Notre monde est celui de l'information immédiate. Quand un fait se produit, il fait le tour de la planète tout entière, tout de suite, tout s'accélère. Et en prétendant dominer le temps, ne serions-nous pas en train de perdre le sens des choses? Vous qui avez cherché les traces humaines les plus lointaines... Alors François-Xavier, je pense qu'on essaie de se reconnecter avec Yves Coppens. Ça, ce sont les aléas du direct. Oui. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Vous me direz, depuis 18 mois, on a tous connu ce genre de soucis avec Teams, Zoom et autres applications de discussion. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, on s'est reconnecté avec Yves Coppens. Je vais vous donner la parole. Donc, tout de suite, je disais donc qu'à l'époque où tout s'accélère, où nous avons la présomption, nous pensons avoir dominé le temps, quel regard portez-vous sur la société d'aujourd'hui, vous qui avez, je le rappelle, un regard très profond, très lointain sur toute notre histoire? Professeur Coppens. Vous m'entendez? Parce que vous, je vous ai entendu un petit peu. Alors, nous vous entendons. Vous m'entendez? Je vous en prie. Nous vous entendons. Très bien. Allez-y. Merci. Alors, je voudrais vous dire d'abord que je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais après tout, c'est votre réunion a été faite par virtuel d'abord, donc je suis virtuel. C'est normal, je suis virtuel Paris, mais enfin, je pourrais être. Et je suis évidemment très, très heureux et très honoré d'être là comme ce que vous appelez grand témoin, mais c'est de mon âge. Je voudrais donc répondre à votre première question. Non, je ne suis pas affolé du tout par ces vitesses actuelles. Et je pense que plus on va vite et plus on gagne du temps. Donc gagner du temps, c'est évidemment utiliser le temps à autre chose. Et ça ne peut être que bénéfique. D'arrêter la science et d'arrêter cette vitesse qui fait qu'aujourd'hui, entre chercheurs, par exemple, on a des connexions immédiates. Je peux vous mettre en rapport, là, bien sûr, et vous, avec les gens du monde entier, y compris les gens de la station internationale, là au-dessus de notre tête. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire et c'est un gain de temps formidable. Quand je suis arrivé dans la recherche scientifique, c'était dans les années 50, je suis arrivé à la Sorbonne comme assistant en 56. Nous avions des échanges par tiré à part. C'est-à-dire qu'on faisait une publication. Cette publication avait par définition des tirages à part. Ces tirages à part, on les envoyait par la poste. Et puis on avait des retours de nos collègues par les mêmes moyens. C'est-à-dire que les échanges prenaient un temps évidemment considérable. Quand on regarde... M'avez-vous entendu? Oui. Quand on regarde la longue histoire de l'homme, la très longue histoire de l'homme... Pas vos questions, c'est Vous m'entendez? Alors, nous sommes désolés pour les... Je vous entends en partie, je vous entends pointillé. Voilà, alors, je vais essayer d'être rapide dans ma question. Quand on regarde... Je vous entends un petit peu. Non, alors, je n'entends plus, là. Si, alors je vous entends. Alors, quand on regarde la longue histoire de l'homme, est-ce qu'il y a... quelles seraient les autres périodes qui, selon vous, correspondent à des changements aussi importants que ceux que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous vivons une période tout à fait exceptionnelle ou est-ce que nous vivons l'une des nombreuses périodes qui, dans l'histoire de l'homme, ont été exceptionnelles, ont été des moments forts, des moments exceptionnels? À mon avis, nous vivons une de ces périodes. Il ne faut pas avoir la prétention de se croire à un moment extraordinaire de notre histoire. Bien des gens avant nous ont estimé certainement qu'ils étaient la plus grande période, le plus grand tournant de l'histoire de l'homme. Le premier grand tournant, ça a été évidemment l'émergence de l'homme. Et l'émergence de l'homme, c'est 3 millions d'années. L'homme, enfin, c'est intellectuel,
les facettes spirituelles, les facettes éthiques. On est en plein dans notre sujet d'aujourd'hui, les facettes esthétiques, ceci dès le début. Alors évidemment, les grandes étapes ensuite ont été probablement la découverte du feu, parce que ça a changé, bien sûr, les conditions de vie. Ça a fait aussi gagner, dans une certaine mesure, du temps, et puis aussi du temps de réflexion. Parce que quand on a le feu, les animaux ne viennent plus vous embêter et vous bavarder un petit peu de... Donc c'est... Non. Alors, c'est un peu difficile. Oui, je suis désolé. Est-ce que vous suivez? Oui. Alors, on n'a pas entendu les dernières secondes de votre propos. Vous évoquiez... Alors, ce qu'on peut peut-être faire, François-Xavier, pour voir si la réception est meilleure, c'est peut-être couper la caméra de M. Coppens et l'écouter. On va quand même faire ce test parce que voilà. Avec l'image, c'est trop saccadé. Alors, est-ce qu'on peut, à la technique, voilà, du Teams en direct? Très bien. Alors, voilà. Professeur Coppens, vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Mais là, il a disparu. Alors. Bien. Alors. L'homme a encore des choses à apprendre. Si on pouvait me dire si il est là. Monsieur Coppens, est-ce que vous nous entendez? Très bien. Je vous entends, oui. J'ai devant moi un grand rectangle blanc. Voilà, avec des tas de choses, avec grand témoin écrit dessus, donc je me reconnais. François-Xavier, demandez à Yves Coppens de couper sa caméra. Oui, alors, en fait, pouvez-vous couper votre caméra? Ça permettra sans doute que l'on vous entende mieux. Alors, on va reprendre, si vous le voulez bien. Vous nous expliquiez comment la maîtrise du feu a été, pour l'homme, une étape extrêmement importante que l'on peut peut-être comparer à celle que nous vivons aujourd'hui. J'ai coupé la caméra. Hein. Très bien. Très bien. Avez-vous... Oui, c'est-à-dire que l'homme, au départ, a bougé, d'ailleurs. C'est extrêmement important. Parce que le prédécesseur, l'ancêtre de l'homme, le pré-humain, était tout à fait inféodé à son terrain de savane et de tropique. Et il n'en bougeait guère. Les animaux d'aujourd'hui qui ne sortent pas beaucoup de leur territoire, sauf les carnivores qui ont un petit peu plus de latitude. Et comme l'homme s'est mis à manger de la viande il y a 3 millions d'années par nécessité, il a commencé lui-même à bouger. Et puis il a bougé aussi parce que son cerveau s'est développé pour des questions aussi de survie, même chose, de survie dans un terrain très découvert. Et ceci a fait que il est devenu plus réfléchi, il est devenu plus conscient, il est devenu plus curieux. Et quand on est curieux, on bouge pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc la première grande histoire, ça a été finalement la marche longue. Et il est un peu sorti de son milieu, il a atteint d'autres milieux, il a été étonné par d'autres milieux, il les a conquis petit à petit. Et ça a été la première grande opération et le gain de temps, hein, finalement. Parce que quand on galope, bien sûr, la course, la distance, c'est aussi le temps. Et ensuite, le feu est évidemment une grande découverte qui a permis à l'homme de s'éclairer, ça va de soi, mais aussi de faire cuire sa viande et de la conserver. Conserver la viande au lieu d'aller courir après le gibier tous les jours, c'est du gain de temps. Voilà encore l'histoire du temps. Et finalement, cette histoire de gain de temps, le feu, c'est 800 000 ans. Il y a 800 000 ans, et ce gain de temps en marchant au lieu de ne rester que dans sa savane et de marcher et de grimper il y a 3 millions d'années, tout ça, c'est à peu près comme aujourd'hui. Je veux dire que nous vivons une grande époque. Je suis très heureux de la vivre. J'y suis très heureux d'ailleurs. Je m'y plais beaucoup dans cette époque. Et quand on me demande quel est mon âge d'or, je dis bien sûr que c'est aujourd'hui.
Il n'y a pas plus agréable et je n'ai jamais été si heureux qu'aujourd'hui. Et donc, c'est un tournant, c'est un grand tournant, oui, parce que les développements informatiques sont évidemment extraordinaires, extravagants. Mais encore une fois, l'humanité en a traversé beaucoup d'autres, en a vécu beaucoup d'autres. Et je suppose qu'à chaque instant, chaque humain, chaque paléo-copain s'est dit voilà, l'âge d'or, c'est celui que je suis en train de vivre. Sauf les gens d'un certain âge qui estiment toujours que l'âge d'or, c'est celui qu'on a déjà passé, quoi. Et ça, c'est autre chose. Alors, vous avez souvent expliqué comment les modifications du climat ont influencé le développement de l'homme. Comment les grands mouvements climatiques ont eu une incidence très forte sur le développement de l'homme. Nous vivons aujourd'hui une période d'accélération fabuleuse des technologies et une période de changement climatique extrêmement brutale. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon vous ? Écoutez, ce qui va se passer, c'est que la température va augmenter, puis la mer va monter, et ça, il faudra un petit peu le prévoir un peu plus qu'on le fait aujourd'hui. La montée de la mer, on l'observe, on la signale, mais ça n'entraîne pas beaucoup de transformation dans l'attitude des États, mais c'est autre chose. Mais comme vous le savez, comme vous le savez bien, lorsque l'homme est apparu il y a 3 millions d'années, j'y reviens, c'est quand même la grande base, il s'est mis à fabriquer des outils parce que son cerveau s'étant développé, il a passé un certain niveau. Qu'il savait, sachant qu'il savait, il a anticipé, et comme il a anticipé, il a fabriqué des outils. Donc, à partir de ce moment-là, il a inventé la culture. Et aujourd'hui, le changement climatique fait que sur le plan culturel, on a la réplique. Quand il fait trop chaud, on se met à l'abri. Quand il fait froid, on se couvre. Donc, on a une réponse culturelle au lieu d'être contraint d'avoir une réponse naturelle. Et en ce sens, le changement climatique ne changera pas grand-chose, sauf qu'on en souffrira un peu quand on n'aura pas suffisamment d'ombre. Mais je veux dire que sur le plan naturel, on y échappe grâce au développement de 3 millions d'années de culture tout de même. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup parler du numérique, des nouvelles technologies. Nous sommes, semble-t-il, de plus en plus dépendants de ces technologies qui nous apportent aussi énormément. Est-ce que dans l'histoire de l'homme, il y a eu comme ça des outils qui ont eu une telle importance dans sa vie ? Oui, sûrement. Je n'y ai pas pensé, mais songez par exemple à la roue. Le fait que tout d'un coup, la roue, c'est quand même une invention géniale, que tout d'un coup, on puisse se déplacer de plus en plus vite, et puis que l'on puisse utiliser cette roue à bien d'autres technologies, ça a été sûrement aussi un grand tournant. Regardez l'imprimerie. Enfin, l'imprimerie, c'est une toute autre révolution, mais c'est quand même une révolution. Au lieu d'être obligé d'aller voir dans les grottes tous les mythes qui lient les sociétés, quand on se promène dans Lascaux, on se promène le long d'une sorte de longue histoire d'un mythe, et on la lit sur les rochers, et on va la lire parce que ça ne se déplace pas. À partir du moment où ça s'est déplacé et où on l'a multiplié, on n'a plus eu besoin de descendre dans les grottes ou d'aller voir sur des cailloux ce que racontait le mythe qui liait toute la société. Si bien que tous ces développements, oui, sont tout à fait bénéfiques. Et encore une fois, j'y reviens, c'est un petit peu obsessionnel, font gagner du temps. Et gagner du temps, c'est considérable parce que ça permet d'apprendre. Si on apprend, on connaît. Et si on connaît, on est plus libre. Enfin, tout est là, quoi, dans toute l'histoire de l'humanité. Si on connaissait plus, si l'humanité connaissait mieux, elle réagirait forcément mieux qu'elle ne le fait, puisqu'elle est à la fois libre, mais elle est aussi responsable. Très bien. Alors,
Dans nos réflexions d'aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des robots. Des robots qui vont prendre de plus en plus de place dans notre vie. Comment voyez-vous l'avenir de l'homme accompagné de ces machines aux capacités tout à fait extraordinaires qui vont sans doute prendre de plus en plus de place, peut-être pas jusqu'à le remplacer, mais quel regard portez-vous sur ces évolutions qui se présentent à nous? Écoutez, je suis, comme tout le monde, en tout cas comme beaucoup, tout à fait émerveillé. Et cette manière de se connecter, soit de manière par des instruments, enfin c'est un instrument, hein, des instruments stables, ou bien par des instruments mobiles comme les robots, est tout à fait extraordinaire. Ce qu'il conviendrait de faire peut-être, c'est de bien contrôler cette connecting pour ne pas se faire dépasser. Par exemple, lorsque le robot vous connaît tellement bien qu'il vous propose ou qu'il vous soumet ou qu'il ne vous soumet pas, qu'il impose quelque chose qui correspond à votre tendance, à vos goûts, ça vous prive tout de même d'une certaine liberté. C'est évidemment plus confortable, mais c'est aussi une sorte de facilité qui ne rend pas l'homme mieux responsable de ses actes. Ceci étant dit, dans la mesure, encore une fois, c'est comme toute la science, dans la mesure, encore une fois, où vous avez l'œil sur les développements de cette science, ces développements qui sont à vos côtés, qui sont autour de vous, vous pouvez bien sûr accepter cette science bien volontiers et la laisser entrer chez vous. En tout cas, je regarde ça d'un œil extrêmement intéressé, extrêmement gourmand, extrêmement amusé, mais je n'oublie pas que la science a toujours les deux faces, la face merveilleuse dont on vient de parler, et puis la face moins belle dont il faut tenir compte et qu'il faut avoir à l'œil, Alors justement, dans sa longue histoire, l'homme a affronté bien des menaces très lourdes, et il est toujours là. Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Avez-vous le sentiment que les menaces que vous avez évoquées à moitié là tout de suite, est-ce que ces menaces sont de nature à arrêter l'histoire de l'homme? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste finalement? Écoutez, ça vous étonnerait que je vous dise que je suis pessimiste. Bien sûr que je suis optimiste. Et bien sûr que toute l'histoire de la vie, c'est une histoire d'adaptation. Et une histoire de la vie. L'homme fait partie du monde vivant. Et donc, c'est une histoire pour lui aussi d'adaptation. Et son adaptation, comme on l'a dit, elle est à la fois physique, parce qu'on continue à évoluer, bien sûr, mais à bas bruit, parce que la culture a pris une importance considérable. Mais cette évolution est aussi culturelle. Alors qu'il y ait des menaces, il y en a toujours eu. Donc, que l'on craigne l'avenir, ça y est, on est dans le temps à nouveau, ça va de soi. Ceci étant dit, pas plus aujourd'hui que d'autres fois. Il se trouve qu'à une certaine époque, il y a quelques années, j'avais été sollicité par le New York Times de manière un peu curieuse pour faire un article sur l'avenir. C'était un peu bizarre pour moi qui suis plutôt dans le passé. Mais donc, cet avenir, je m'étais dit que, sauf sur le plan logique, hein, où on peut prévoir, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Et donc, j'avais appelé mon article « Le syndrome de ma belle-mère ». C'était pas gentil, hein. Ma belle-mère est charmante, mais elle commence toutes ses phrases par « avant », comme on le disait tout à l'heure. Et avant, c'était épouvantable, et aujourd'hui, c'est terrible, et demain, c'est effrayant. Mais quand on lit les auteurs anciens, quand on lit certains auteurs anciens, je parle des auteurs très anciens, les premiers qui ont écrit, les auteurs, les Hébreux, ou bien les Grecs, ou bien les Romains, enfin c'est toujours la même séquence que l'on emploie, mais sans doute aussi les Mayas, et puis sans doute aussi les Chinois.
eh bien, tous ces gens, certains de ces auteurs, en tout cas de toutes ces époques, de toutes ces populations, ont eu ces mêmes craintes de l'avenir. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait plus peur de l'avenir aujourd'hui qu'on en a eu peur à d'autres époques. C'est finalement inhérent à l'homme, inhérent à son angoisse. Mais peut-être parce que longtemps dans son histoire, l'homme a eu l'impression pas de dominer la nature, mais en tout cas de maîtriser son espace naturel pour permettre son propre développement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un basculement et qu'on ne maîtrise plus du tout les évolutions naturelles. Je parlais du réchauffement climatique, cette accélération de la modification de notre espace naturel. Est-ce que ce n'est pas quand même un tournant majeur, ça ? C'est un tournant depuis le 19e siècle. C'est un tournant parce que la Terre a des limites. On le savait depuis toujours, mais on le sait un petit peu mieux maintenant qu'on la survole à suffisamment de distance pour se rendre compte qu'elle est quand même un petit peu limitée. Et puis, il y a 200 ans, donc au début du 19e siècle, pour la première fois depuis 3 millions d'années, on passait de quelques milliers d'individus au début de l'homme au premier milliard de personnes à la fois sur la Terre, d'individus à la fois sur la Terre. Et ensuite, entre le début du 19e siècle et aujourd'hui, on est passé d'1 milliard à 8 milliards quand même. Donc on a mis 3 millions d'années pour faire de 3 000 à 1 milliard et puis 200 ans pour faire d'1 milliard à 8 milliards. Donc ça nous bouscule un petit peu. Et comme 8 milliards d'hommes, il faut les nourrir, et comme 8 milliards d'hommes, ils ont besoin d'espace, bien sûr qu'on est dans des conditions un petit peu particulières et qu'il faut être attentif, vigilant, conscient. Et la situation, en ce sens, bien sûr, est assez nouvelle. Et peut-être pour conclure votre propos, quels seraient les grands enseignements que l'homme peut tirer de sa longue histoire pour préparer l'avenir? Quels seraient les grands enseignements en regardant les grandes fractures qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'homme pour regarder l'avenir? Je pense que son devoir et son intérêt est de, en effet, regarder le passé et juger le présent en fonction du passé, qui est quand même une grande école. Et ceci nous montre que nous faisons partie de la vie. Donc ça, c'est un côté très positif. Que par ailleurs, il y a 500 millions d'années seulement, la Terre a 4 milliards 600 millions d'années. La vie a 4 milliards d'années. Or, il y a 500 millions d'années seulement, la vie qui était dans l'eau est passée sur la Terre. C'est-à-dire que pour la première fois, la vie est apparue sur les continents. C'est-à-dire qu'il y a 500 millions d'années, la Terre s'est biologisée. Elle est devenue verte, ce vert que l'on adore aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, finalement, aussi bien de la même manière que la vie s'est biologisée il y a 500 millions d'années, c'est tout à fait normal qu'elle s'anthropise. En tout cas, ce n'est pas anormal qu'elle s'anthropise aujourd'hui. Et il ne faut pas en avoir peur. Finalement, ce sont aussi nos droits. Alors ça, il faut en être conscient. Et comme cette nature, on en a besoin, sa nature, on l'aime, sa nature, on l'aime parce qu'on en fait partie, mais aussi parce qu'elle est belle, il est temps de garder les territoires qui nous paraissent très beaux. Autrement dit, multiplions aujourd'hui les parcs et les réserves. Le parc, c'est pas un joli mot, hein. Les parcs et les réserves naturelles pour garder ces paysages si on a envie de les montrer à nos enfants. Mais soyons plus généreux avec l'homme et ne passons pas notre temps à critiquer l'humanité. L'humanité a tout à fait les droits de faire ce qu'elle fait. Et quand on dit
la nature reprend ses droits, ça m'énerve beaucoup parce que je ne vois pas quels sont les droits de la nature par rapport aux droits de l'homme. L'homme a autant de droits, en tout cas il a aussi ses droits, et la nature n'a plus de droits, n'a pas plus de droits que l'homme n'en a. Donc je salue l'humanité, je suis convaincu qu'elle ira encore très loin. Je lui dis simplement que comme pour la première fois depuis 3 millions d'années, elle est libre, mais en même temps elle est responsable, y compris responsable de sa liberté. Ça veut dire que toutes ces histoires-là, on les a sur les bras, et toutes ces histoires-là, c'est à nous de les gérer avec intelligence et rationalité, et bien sûr d'avoir un œil, comme je le disais, sur la science et sur le progrès. Mais n'ayons pas peur de la science et surtout ne faisons pas de la décroissance, surtout pas de décroissance scientifique en tout cas, ce serait misérable. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce beau message d'optimisme, d'espoir et d'encouragement pour les scientifiques et puis pour l'ensemble de l'humanité, parce que ce que vous venez de dire est important et finalement nous donne la pêche pour démarrer cette belle journée. Merci beaucoup, professeur Coppens. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, François-Xavier. Yves Coppens parlait d'adaptation et on a vu que, à l'image de François-Xavier, l'homme était capable de s'adapter, même dans des conditions technologiques difficiles. Enfin, c'était un plaisir quand même de l'écouter. Première table ronde donc de la journée. Les technologies, depuis des années, ont envahi nos sociétés. Elles se développent à vitesse grand V, sans se soucier de savoir si parfois on pouvait les maîtriser, sans s'intéresser à ce que certains appellent la fracture numérique. Elles avancent, elles changent nos vies sans que nous soyons capables parfois de les dominer, de se les approprier. Elles courent quand nous marchons et l'intelligence artificielle accélère cette révolution. Alors une question, l'homme doit-il ou peut-il conserver la maîtrise de l'accélération technologique ? Des éléments de réponse avec, pour cette table ronde, Jérôme Béranger, le PDG d'Adelia, que je vais demander de venir me rejoindre sur scène. Alors, est-ce que monsieur... Alors, bon, monsieur Béranger n'est pas arrivé, visiblement. Christine Balaguet, professeure à l'Institut Mines Telecom Business School, membre du groupe d'experts du CSA sur la désinformation en ligne. Bienvenue, madame. Éric Salobir, prêtre dominicain, consultant au Saint-Siège sur les enjeux de la haute technologie. Alors, est-ce que Éric Salobir est ici? Bon. Ils sont tous au maquillage. Ah, bah oui, ils sont tous au maquillage. Voilà. Alors, Jérôme Béranger, PDG d'Adelia, je vous en prie, bienvenue. Éric Salobir, il va arriver. Alexis Trichet, le directeur de la stratégie data et connaissances clients d'Orange. Également, c'est bien, le timing est bien respecté. Cécile Dejoux, que nous aurons également en visio cette fois-ci. Elle est professeure des universités au CNAM et à l'ESCP Business School. Elle est conférencière sur le management augmenté avec l'intelligence artificielle. Messieurs, je vous en prie, Éric Salobir, veuillez me rejoindre et Alexis Trichet également. Vous pouvez, il y a une petite marchepied. Bon, voilà. Vous êtes souple, vous êtes alerte. Et Alan Le Boloa, journaliste à Ouest France, pour modérer cette table ronde. Alors, voilà, vous avez chacun vos micros. Alan. Bonjour. Alors, il faut prendre le micro. Hein. Je sais. Ça marche beaucoup mieux avec le micro. Pas de souci. D'ailleurs, on va tester s'il fonctionne bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci à nos invités de participer à ces premières assises et d'avoir répondu si rapidement, favorablement à nos demandes. À l'heure où les puissances de calcul informatique le doublent quasiment tous les 18 mois, à l'heure où Google vient de lancer une IA, une intelligence artificielle capable de graver des processeurs qui seront peut-être l'avenir de l'intelligence artificielle, à l'heure où on parle beaucoup de smart cities, où on cherche à confier à des intelligences artificielles la gestion de nos villes, la normalisation de nos déplacements. Toutes ces technologies qui envahissent notre quotidien posent la question
de l'accélération du temps qui nous est laissé pour nous en emparer. Et avec nous, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons aborder les questions du temps, de l'impression de ce temps qui court toujours plus vite, que la technologie semble accélérer. Est-ce que vraiment les durées disponibles pour nous, pour accaparer ces technologies, les intégrer à nos quotidiens, se raccourcissent? Est-ce qu'on aura le temps de les connaître, de les comprendre? Est-ce qu'on peut encore maîtriser ces technologies ou doit-on les laisser se développer sans les brider? Et surtout, est-ce qu'il est encore temps de se poser ces questions-là? Avec nous, pour en discuter et pour entrer directement dans le vif du sujet, Christine Balaguet, vous êtes professeure management et technologie à l'Institut Mines Télécom. Vous êtes aussi membre du groupe d'experts du CSA sur la désinformation en ligne. Vous êtes titulaire de la chaire Good in Tech. Christine Balaguet, est-ce que cette notion de temps nous échappe aujourd'hui? Est-ce que nous sommes face à un gros problème pour intégrer ces technologies dans notre quotidien? Bonjour à tous. Je crois qu'en fait, cette question du temps, elle nous semble extrêmement forte parce qu'on a l'impression de subir les technologies aujourd'hui. Lorsqu'on pense à ces questions d'appropriation des technologies, on a l'impression que effectivement, on ne peut pas trouver un emploi aujourd'hui sans avoir un téléphone portable, sans du coup savoir un tout petit peu utiliser évidemment l'internet, voire des systèmes de recommandation. Donc on a une partie de cette appropriation qui semble complètement subie. En même temps, quand on regarde qu'est-ce que ça veut dire cette appropriation des technologies, ce temps d'appropriation, il est long. Nous, on a mené plusieurs travaux sur ces questions d'appropriation. L'appropriation, c'est un processus qui va de la maîtrise de la technologie à la connaissance de la technologie jusqu'à en faire un territoire et arriver à un état où on s'approprie la technologie. Cet état, c'est ce qu'on a tous avec notre téléphone portable, c'est de faire de cette technologie un objet qui fait partie de notre vie quotidienne. Vous avez même des gens qui dorment vraiment très proches de leur téléphone portable, tellement cette technologie fait partie de leur territoire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette accélération, on a une partie subie, parce qu'aujourd'hui, on a des technologies qui vont de plus en plus vite. On a passé 1 an à faire que de la visioconférence. Mais moi, je suis assez optimiste, parce que je pense que cette accélération des technologies et cette appropriation, elle se heurte à l'humain aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2021? C'est qu'on a envie de décélérer, on a envie d'aller moins vite avec les technologies. On n'en peut plus des visioconférences. On est très content, voilà, de se retrouver en présentiel et en particulier ici. Et donc, simplement pour terminer sur ce point, on va aller vers des modes, et c'est ce que je défends vraiment aujourd'hui, des modes qui sont des modes hybrides. C'est-à-dire qu'on va profiter de l'accélération technologique. On aura l'occasion d'en parler parce que la technologie peut apporter évidemment des sources de progrès dans beaucoup de domaines. Mais on a besoin aussi de l'humain, on a besoin d'être en lien avec la nature, on a besoin, comme le disait Yves Coppens, d'admirer la beauté du monde, et non pas uniquement de voir les plus beaux endroits du monde photoshopés sur Internet. Donc on a besoin d'un monde hybride où on a à la fois de la technologie et de l'humain. Et je dirais ce qu'on a vécu pendant la pandémie avec une utilisation extrêmement forte de ces technologies nous en a montré aussi les limites. Et heureusement donc que nous allons aussi décélérer quelque part par rapport à ces technologies. Ça veut dire que donc on va avoir un futur qui va être un futur où on va à la fois intégrer des technologies et des nouvelles technologies, mais à la fois les vivre et replacer l'humain au cœur de l'innovation technologique. C'est d'ailleurs le projet que l'on mène dans la chaire que j'ai créée qui s'appelle Good in Tech. Replacer l'humain au centre du futur.
Merci Christine Balaguer. Puisque vous avez évoqué la question des déploiements des outils au sein des entreprises, je vais me tourner vers Cécile Dejoux, si Cécile est connectée et nous entend. Oui, bonjour. Bonjour Cécile Dejoux, je vous remercie de votre participation. Vous êtes enseignante au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes aussi la créatrice d'un MOOC très célèbre. Un MOOC, c'est un cours universitaire accessible à tous. Vous êtes aussi l'auteur de « Ce sera l'IA et moi », très récemment, et vous êtes aussi la directrice du Learning Lab Human Change. Dites-moi, que vous a appris, que nous a enseigné cette crise, spécifiquement pour les entreprises qui ont dû déployer des outils dans un temps record? Est-ce qu'elles en tirent des enseignements lourds? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je rejoins et je partage totalement ce que vient de dire Christine Balaguer. Je crois qu'en fait, cette crise est bien sûr terrible et a été extrêmement difficile à vivre pour beaucoup, mais en même temps, c'est une crise qui peut-être est nécessaire parce qu'elle permet de remettre l'essentiel, les basiques au cœur à la fois des entreprises et puis de notre propre compréhension du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, ce qui caractérise vraiment le nouveau normal dans lequel on entre, c'est cette accélération. Alors, il y a une accélération à la fois dans la transformation des stratégies, il y a une accélération dans la transformation du travail, et il y a une accélération, bien sûr, dans les nouvelles pratiques avec le mode hybride, comme l'expliquait Christine. Cette accélération, elle doit absolument être accompagnée par les managers. Et au sein du Learning Lab Human Change, qui est cet observatoire du futur des travails et du futur de management que nous avons créé il y a plus de 6 ans au CNAM, on voit bien, en fait, que cette accélération, elle a été décuplée avec la crise du Covid. Alors, il y a cette accélération et les managers doivent l'accompagner d'un point de vue business puisqu'ils sont en charge, bien sûr, du business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester dans la concurrence, ça veut dire être, bien sûr, dans l'innovation qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus disruptée, et ça veut dire avoir et intégrer, accompagner sur les nouvelles pratiques de travail. Mais plus on va dans l'accompagnement de l'accélération, plus en termes de management, de préoccupation vis-à-vis de ses équipes, de relations avec les individus qui composent ces équipes, on doit être dans une décélération, ce qu'on appelle un slow management. Donc on accompagne absolument l'accélération d'un point de vue business et d'un point de vue humain, d'un point de vue managérial, il est important d'être dans l'inverse, c'est-à-dire dans une décélération. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'en fait, l'humain ne va pas au rythme de la machine. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, aussi bien et de façon, bien entendu, continue, 24 heures sur 24. On ne peut pas concurrencer la machine sur certaines tâches. Donc, il faut accepter notre caractéristique humaine d'un point de vue temporel et faire en sorte qu'il n'y ait pas une logique de concurrence, mais qu'il y ait une vraie logique d'acceptation de ses forces et ses limites. Donc la première idée, me semble-t-il essentielle, c'est qu'il faut un management qui soit ambidesque, un management accéléré sur l'accompagnement du business pour vivre les accélérations liées à l'évolution technologique et une décélération vis-à-vis donc d'un management par rapport aux hommes. Ça, c'est super important. Le deuxième point, me semble-t-il, très important, c'est de comprendre que le temps a une valeur. Et cette valeur, elle est signifiée par ce qu'on appelle en science la captologie, qui est une science qui a été créée à Stanford et qui est enseignée pour tous les spécialistes des réseaux sociaux, des plateformes. C'est comment faire en sorte qu'on vous capte du temps lorsque vous êtes sur votre téléphone ou sur un site internet. Et la captologie, quand on regarde précisément ce que c'est comprendre comment fonctionne le cerveau pour vous amener à passer plus de temps sur des sites, que ce soit des réseaux sociaux ou des sites internet. Et donc, il faut absolument rééduquer l'individu pour qu'il ne soit pas otage de cette captologie. Et là, on voit que le temps a de la valeur et qu'en fait, le temps, même si on est tous égaux dans une journée, pas sur une durée de vie, mais dans une journée, on a tous le même temps. Il faut, troisième idée essentielle, reprendre le pouvoir sur ce temps. Et reprendre le pouvoir sur ce temps, pour moi,
Dans les travaux qu'on mène au sein du Learning Lab, ce laboratoire sur le futur du travail et du management, ce qu'on explique dans la chaîne YouTube Transformation managériale à l'ère du numérique et de l'IA, ce qu'on explique dans ce MOOC l'IA pour tous et le MOOC Management Post-Covid, c'est qu'au lieu de parler de soft skills, au lieu de parler de compétences qui font partie du monde d'avant la pandémie, concentrons-nous sur les compétences de centrage, c'est-à-dire celles qui sont et qui font la différence entre l'homme et la machine. Il y en a 5, suivant notre cartographie, dont une, la première, c'est reprendre le pouvoir sur son temps. Parce que demain, vous pourrez sans problème être managé d'un point de vue temporel par des intelligences artificielles, comme le sont les livreurs d'Amazon ou les taxis Uber. Voilà, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on vous dit ce que vous devez faire en temps réel et on surveille que vous l'avez fait avec de la reconnaissance faciale. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est très important de reprendre le pouvoir sur son temps en se disant « j'ai le droit de ne pas faire toutes les réunions team, j'ai le droit de prendre du temps pour réfléchir, j'ai le droit de prendre du temps pour me déconnecter. » Et ça, c'est une posture managériale essentielle si on veut garder de la valeur ajoutée par rapport à la machine. Donc voilà les 3 idées que je voulais développer et j'espère que je n'ai pas été assez longue. Je vous remercie Cécile Dejoux. Je vais me tourner justement vers quelqu'un qui vient de l'entreprise, Alexis Trichet. Vous êtes directeur de la stratégie data et connaissances clients au groupe Orange. Alors vous, justement, comment voyez-vous l'avenir et que vous a enseigné cette crise? Est-ce qu'on va vers une intelligence artificielle qui va tout régenter? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Moi je vais plutôt porter le témoignage de celui qui est en cuisine un petit peu, parce que voilà, les data scientists sont dans mes équipes. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que comme beaucoup d'entreprises, on a déjà décidé de sortir de la crise en se disant que la data et l'IA, c'était quand même une des voies de sortie de crise. Et en étant assez pragmatique, en se disant que ça allait être une transformation plus profonde que celle qu'on a connue au moment de l'arrivée du digital première phase, où finalement on a appris à acheter différemment, on a appris à gérer sa relation avec son fournisseur ou l'entreprise qui fournit des services différemment. Là, c'est une transformation qui va être beaucoup plus... et qui va aller absolument partout, dans tous les domaines de l'entreprise, et qu'on est en train de commencer à mettre en œuvre. Donc on a décidé en fait d'accélérer parce que, on avait déjà accumulé pas mal d'expérience, on avait fait un certain nombre de choses dans ces domaines-là, et 2, on considère que maintenant les technologies sont matures. Il y a eu énormément d'avancées là, dans les 2 à 3 ans. Et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est en fait peut-être une chose qu'on avait un peu sous-estimée, qui était tout bêtement d'adosser nos ambitions de data et IA à nos objectifs stratégiques. Donc voilà, on a des objectifs stratégiques très simples qui tournent autour de la génération de valeur, du fait d'être le plus efficace sur l'utilisation des moyens qui nous sont donnés et de l'amélioration de la satisfaction client. Et typiquement, là, on a un mandat très clair. On considère qu'avec la data et l'IA, on doit être capable d'aller chercher d'ici à 2023-2025 3 à 5 points de satisfaction client grâce à la data et l'IA. Donc j'insiste là-dessus parce qu'avant, on était encore un peu dans un mode, vous voyez, d'expérimentation et de test. Là, maintenant, on a une feuille de route et on a des ambitions chiffrées qu'on cherche à atteindre grâce à la data et à l'IA. Ça nous a donné 10 domaines prioritaires sur lesquels on est en train d'investir du temps en se disant que grâce à la data et l'IA, on sera plus efficace sur ces 10 domaines. Et on en a 3 qui sont des domaines prioritaires sur lesquels on met beaucoup de moyens. Un premier domaine autour de la personnalisation et de la recommandation. Bon, c'est des choses que vous connaissez parce que vous les voyez sur tous les sites de e-commerce et on pense qu'on peut faire plus que ce qu'on délivre aujourd'hui comme service à nos clients. Un deuxième domaine qui est autour de l'incidentologie, c'est comme ça qu'on appelle ça, du réseau, c'est-à-dire comment on fait pour réparer plus vite et pour être plus efficace dans la façon dont on gère ça. Et puis un troisième domaine qui est autour de l'automatisation. Puis je vous donne juste un exemple concret pour vous montrer le genre de sujet sur lesquels on travaille. Je reviens sur l'incidentologie réseau. Oui. Bon, un réseau télécom, c'est une infrastructure complexe.
C'est un problème auquel vous avez été confronté très récemment. Il y a des problèmes de toute nature, et il y a notamment beaucoup de problèmes qui sont liés aux travaux sur la voie publique. Les travaux sur la voie publique, ça peut être un coup de pelleteuse voilà, qui ne tombe pas au bon endroit et qui fait en sorte que le réseau est coupé. Et donc là, la difficulté, c'est de réparer, mais si on veut vraiment avoir un effet positif, non seulement en diminuant le temps de réparation, mais aussi dans la gestion de la relation qu'on a avec notre client, il faut être capable de prévoir le temps qu'on va mettre pour réparer. Prévoir le temps qu'on va mettre pour réparer, aujourd'hui, on se trompe dans un cas sur deux quand on vous donne une date parce que c'est très compliqué, et on pense qu'avec l'intelligence artificielle, on va être capable d'avoir une prévision bien plus forte sur combien de temps on va mettre pour réparer le problème, et notre objectif, c'est de monter à 90%. Donc vous voyez, c'est des choses extrêmement concrètes dont on sait en fait qu'elles améliorent la satisfaction, parce que quand on vous donne une date précise qu'on tient, eh ben, ce n'est pas du tout la même chose, parce que vous pouvez en tant que client vous organiser, alors que quand les dates sont flottantes, ce n'est pas du tout la même expérience que celle que vous vivez. Donc voilà, des choses très concrètes. Merci beaucoup, Monsieur Trichet. Je vais me tourner vers Jérôme Béranger. Vous êtes co-président d'Adelia, une entreprise spécialisée, je vais le résumer comme ça, dans l'évaluation éthique des entreprises et des organismes et des collectivités. Vous êtes aussi chercheur et vous venez de publier un livre de prospection, on va dire, qui s'intitule « Quand l'intelligence artificielle s'éveillera », le journal de MEV, qui nous projette dans le futur avec une intelligence artificielle douée d'une conscience. Comment voyez-vous l'avenir, et quel serait le pire cauchemar du développement de l'intelligence artificielle dans nos systèmes, nos organisations? Donc bonjour à tous. Déjà, comment je vois l'avenir? Je pense que pour voir l'avenir, il faut déjà bien comprendre et prendre considération du passé. Et quand on voit l'évolution des technologies dans le temps, dans l'humanité, on voit qu'on a parlé en préambule, Laurent a parlé de l'invention de l'imprimerie, de Gutenberg, qui n'est pas considérée comme une révolution industrielle, mais en tout cas une révolution de transmission et de partage de l'information et de la connaissance. Il y a eu un avant et un après, puis est venu les premières révolutions industrielles, la machine à vapeur, puis le moteur à explosion, puis les microprocesseurs. Tout ça sur des périodes assez longues? Assez longues, de presque 100 ans, 80 ans, 50 ans entre eux. Et on voit qu'à chaque fois, il y a une accélération entre le délai d'entre deux révolutions industrielles. Là, on peut considérer finalement qu'on est au début d'une quatrième révolution industrielle basée sur l'intelligence de la donnée, de la numérisation de la société, l'ubérisation finalement, et aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, on est au début de ça. Donc, dans chaque révolution industrielle, on le voit bien, il y a des changements de paradigme, des virages. La grosse différence avec les anciennes révolutions industrielles, c'est que celle-là, en fait, elle ne touche plus uniquement les cols bleus, c'est-à-dire les métiers de la manutention, les ouvriers, mais pour la première fois, les cols blancs, c'est-à-dire les métiers de l'intelligence, de l'analyse, que ce soit au niveau de la médecine. Moi, je fais beaucoup de conférences par mon secteur dans le domaine de la médecine, et les médecins nous disent « mais demain, je vais me faire remplacer par un robot, c'est ça, vous nous projetez là-dedans ?» Et puis, il y a aussi des métiers de l'actuariat, de la finance, les trading, l'assurance. On voit bien que tous ces métiers-là sont maintenant de plus en plus intégrés, va incorporer ces applications digitales intelligentes. Alors, bien sûr, ça a des paradigmes qui changent, et ça a une répercussion aussi sur la réglementation, sur l'éthique. C'est le sujet de cette réflexion de cette matinée, même de la journée. On voit bien que les comportements vont changer. Ce qui est important, je pense, mais on va sûrement en parler durant la table ronde, c'est que la valeur éthique, pour qu'elle soit applicable, elle est fortement associée à la valeur d'usage. S'il n'y a pas de valeur d'usage, finalement, il n'y a pas d'adhésion, et les répercussions qu'elles auront vont être minimes, finalement. Et donc l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Ça veut dire, juste un exemple, se poser la question, l'application que je vais lancer ne fait pas de mal, mais il faut se poser la question, est-ce qu'elle fait du bien? Exactement, mais même par méconnaissance, nous, on sensibilise, on acculture, nous, au sein d'Adelia, les entreprises là-dessus, même les territoires. Alors, on ne labellise pas forcément une entreprise, mais le projet digital d'une entreprise. Et par méconnaissance,
Ils pensent faire les choses bien, mais finalement, un projet digital ou une application peut être malveillante sans s'en rendre compte. Et c'est ça aussi, la technologie, elle n'est pas neutre, mais c'est l'usage qu'on en fait aussi ou comment on l'a conçu. Et quand on raisonne sur un projet digital, il faut avoir un raisonnement systémique. Un projet numérique, ce n'est pas uniquement de la donnée. Ça fait partie, oui, comment elles sont intègres, biaisées, qui a accès, comment elles sont sélectionnées, elles sont pertinentes. Ça fait partie de la valeur d'un projet digital. Mais un projet digital, ça incorpore l'algorithme qui va exploiter la donnée. Est-ce qu'il est robuste? Comment il est interprétable? Est-ce qu'il est explicable? Est-ce qu'il est finalement discriminant ou pas? C'est toutes les questions qu'on se pose. Et puis quand on a réfléchi sur la donnée, sur l'algorithme, se pose aussi des questions sur le système, c'est-à-dire l'ergonomie, les fonctionnalités d'un projet digital. Si vous mettez la plus belle voiture du monde avec le meilleur moteur, l'essence la moins polluante, si on prend l'image de la voiture, eh ben, l'ergonomie de la voiture, s'il n'y a pas de feu anti-brouillard et qu'il y a du brouillard dans la route, vous voyez bien que votre voiture peut être un danger public pour vous et pour la circulation. Donc l'utilisateur a besoin aussi d'ergonomie par rapport à comment il va utiliser le projet digital. Et vient aussi un questionnement qu'on voit qui vient avec le temps, c'est l'interaction avec l'écosystème qui est ambiant au projet digital. Quelles sont les données qu'il va utiliser, mais vous voyez bien qu'une application digitale en pleine pandémie n'a pas la même portée ou même valeur qu'avant une pandémie ou après une pandémie. D'un point de vue aussi des critères technologiques, critères religieux, critères géopolitiques, vous voyez bien que toutes ces interactions d'un projet digital, ça a d'importance sur la finalité qu'on en fait. Les pratiques, les finalités et aussi les décisions qu'on prend. Vous voyez bien que c'est tout un cheminement et c'est toute la complexité d'un projet digital. Et si on se projette dans le temps, parce que c'était la question d'origine, il faut savoir que peut-être que la prochaine révolution industrielle, on voit bien que chaque révolution industrielle, ça ne vient pas uniquement d'une invention pure, mais de plusieurs briques d'invention, de plusieurs sciences. Et peut-être que la prochaine révolution industrielle, on parle du coup, dans mon livre, c'était peut-être une conscience artificielle qui ne sera pas de la conscience comme humaine, mais des traces de conscience, d'une IA forte et pas faible comme on l'entend. Mais peut-être que ça arrivera avec l'alignement des planètes de différentes sciences, c'est-à-dire la robotique, les neurosciences, les réseaux de neurones, et puis forcément l'informatique quantique, qui va rendre du champ mathématique de l'impossible possible. Et on voit qu'on parle d'espace-temps, et c'est là l'informatique quantique va avoir un avant et un après par les applications qu'on peut en faire. C'est un avenir proche, Jérôme Béranger? Alors, les futurologues disent en moyenne, oui, en 2045, je ne sais pas, je ne suis pas devin ou voyant, mais ce qui est sûr, je ne sais pas si on sera là, nous, pour le voir, mais quand on regarde à l'image de l'humanité, l'évolution exponentielle du progrès, se dire que ça n'arrivera jamais, je pense que c'est se fourvoyer, et c'est pas être fataliste de le penser, c'est juste en prendre conscience. On est au début de ça pour justement mettre les briques, l'écosystème, le cadre pour l'accompagner au mieux et avoir cette vigilance éthique avant que ça arrive et dire on ne l'avait pas prévu. Donc peut-être que c'est dans 20, 30 ans, 100 ans, je ne sais pas, mais se dire comme on ne marchera pas sur Mars, je ne sais pas, c'est de l'utopie. Donc voilà, je pense que c'est pas de la fiction, mais on peut pas donner, moi je peux pas vous donner une date précise, mais ça arrivera, ça c'est sûr. Il faut s'y attendre, merci. Il faut s'y attendre. Merci beaucoup, Jérôme Béranger. Je vais me tourner vers Eric Salobir. Alors, vous, Eric Salobir, vous êtes avant tout prêtre dominicain. Vous êtes aussi le président de Human Technology Foundation, la Human Technology Foundation, qui réunit des chercheurs du monde entier. Vous êtes aussi consulteur au Saint-Siège. Ça veut dire quoi, consulteur au Saint-Siège? C'est un peu comme un consultant, sauf qu'il n'est pas payé. En fait, en gros. Donc le pape vous écoute. Le pape écoute vos conseils. Je ne suis pas censé en parler. C'est très secret. Vous êtes d'accord avec cette idée de poser les briques aujourd'hui pour préparer cet avenir et l'accélération du temps, vous avez écrit là-dessus, est-ce qu'il faut la redouter? Est-ce qu'elle va nous précipiter dans un avenir sombre, vers le précipice? Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est... je me souviens d'avoir lu un jour un texte sur l'accélération qui disait « La nouvelle génération, ils vont toujours plus vite, maintenant on n'a plus le temps de rien, etc. » Ça décrivait assez bien la situation que j'avais l'impression de vivre, sauf que ce texte, il avait été écrit par Sénèque. Donc on se dit que finalement... c'est pas tout jeune.
C'est pas tout jeune. Dans l'Antiquité, on n'a pas eu besoin de l'IA, on n'a pas eu besoin du numérique pour se dire que ça allait trop vite, etc., etc. Alors je suis persuadé qu'il y a une accélération avec un sociologue comme Hartmut Rosa, par exemple, qui décortique assez bien la façon dont on accélère. Je vois bien aussi qu'on a effectivement des cycles d'innovation qui sont de plus en plus décorrélés d'un temps qu'on pourrait dire biologique ou anthropologique, qui est le temps de l'appropriation. Je vois bien la complexité qu'on a, mais en même temps, cette accélération, c'est nous, humains, qui la créons. Moi, je ne crois pas du tout en une... Enfin, ça me fait toujours bizarre de parler de la technologie comme si c'était une entité en soi. On a l'humain d'un côté et la technologie, il ne faut pas les opposer. Bah non, mais la technologie, c'est nous. Enfin, je pense que si des petits hommes verts débarquaient sur Terre, ils diraient cette technologie, c'est une technologie humaine. Parce que de fait, elle est bâtie, elle nous ressemble en fait. Et donc en fait, à un moment, la question, c'est plutôt de savoir comment nous accélérons, comment nous laissons accélérer peut-être dans une société qui va toujours de plus en plus vite. Mais ces questions-là, pour moi, sont des questions de la société. On a souvent une approche assez fétichiste de ces technologies où on va avoir l'impression qu'en fait, soit on rejette la faute, soit on admire la technologie, mais dans les deux cas, je pense que c'est absolument faux. C'est notre projet de société en fait, qu'il faut regarder à l'aune de cette technologie. Alors après, c'est vrai qu'il y a, on va dire, les technologies sont des productions de la société aux deux sens du génitif. C'est-à-dire, d'un côté, on les produit collectivement, donc elles nous ressemblent, ce que je viens de dire. En même temps, à mesure qu'on les utilise, elles nous façonnent aussi. Et ça, c'est vrai qu'en revanche, on est un peu produit par nos propres produits. Et la question, c'est de savoir où est-ce que ça nous amène. Alors, est-ce que ça nous amène à l'abîme ? C'est intéressant, dans la Bible, il y a une phrase qui dit « Celui qui nous amène à l'abîme en ramène ». Et je pense que c'est aussi vrai pour la technologie, c'est-à-dire qu'il y a cette forme d'ambivalence de ces technologies en fonction de la façon dont on les utilise. Ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont neutres, moi j'y crois pas une seconde, c'est-à-dire que toute technologie est porteuse d'une charge d'intentionnalité, souvent inconsciente, et plus elle est complexe, plus la charge d'intentionnalité est forte. C'est-à-dire qu'un marteau, globalement, il n'y a pas grand-chose de réflexion derrière. Un implant cerveau-machine, ça dit beaucoup de ce qu'on considère comme le cerveau, la pensée, l'humain, etc. Et c'est un peu la même chose pour les algorithmes qui finalement charrient, on le voit bien, énormément de choses, y compris un certain nombre de biais. Et donc peut-être la question qu'on doit se poser, c'est celle de notre interaction avec cette réalité qu'est la technologie et de la façon dont on s'en saisit et dont on l'utilise. Moi, je suis un peu, comment dire... circonspect sur la dimension très industrielle. Effectivement, on a peut-être une quatrième révolution industrielle. Je pense que c'est avant tout une révolution épistémologique, c'est une révolution du sens. Moi, je comparerais beaucoup plus le développement de l'intelligence artificielle avec l'invention de l'écriture ou avec le développement des caractères d'imprimerie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va changer aussi notre rapport au monde. Ça, je pense que c'est un point important. Et puis ces technologies, et ça c'est peut-être l'une des caractéristiques d'une technologie comme l'IA par exemple, ce sont des technologies qui sont de plus en plus des technologies invisibles. C'est-à-dire que comme l'a fait l'électricité, entre guillemets, si vous voyez cette grande fresque de Dufy au musée d'art moderne de Paris, l'a fait l'électricité, elle vient tout illuminer. Quelque part, l'IA, elle s'immisce un peu partout dans la société. Et probablement, aujourd'hui, vous avez déjà interagi 10 fois avec une IA sans même le savoir, si vous avez commandé un VTC, si vous avez pris un transport en commun automatique, etc. Et donc la question, c'est plutôt de voir comment petit à petit, autour de nous, se tisse cette espèce de bulle technologique, ces liens, et de voir comment nous, on peut un peu reprendre la main. En ce moment, au Conseil national du numérique, on travaille pas mal sur ces questions-là. Peut-être Serge Tisseron en parlera tout à l'heure, mais de savoir comment on recrée un peu, ou on crée une culture de l'utilisation des technologies. Et la culture, ça va au-delà de l'adoption. Et la culture, c'est beaucoup plus complexe. Je terminerai juste par ça. Dans les années 90, on a vu l'émergence des téléphones portables et les gens téléphonaient tout le temps, n'importe où. Enfin, c'était insupportable. Partout, dans la voiture. Exactement, dans la voiture. Ils se levaient à table pour prendre un appel dans le TGV, etc. Et puis finalement, ça s'est beaucoup calmé. Et pourquoi ? Parce que justement, on a développé une culture qui va au-delà d'une appropriation. Et quand vous disiez que dormir à côté de son téléphone, c'est une appropriation, pour moi, ce n'est pas la culture, justement. La culture, c'est quand on sait le couper. Et peut-être que, justement, il faut qu'on travaille avec nos contemporains à développer une culture qui aide chacun à vraiment tirer le meilleur des technologies qui sont à sa disposition. Merci Eric Salobir. Alexis Trichet, justement, Orange vient de constituer un conseil éthique. Donc vous avez fait venir des intervenants extérieurs. C'est ça que vous anticipez ? Vous
vous cherchez à mieux contrôler cette accélération avec ce conseil? Alors ce conseil, oui, c'est un outil de contrôle. C'est censé être notre haute juridiction pour traiter les cas les plus épineux. Donc il s'est déjà réuni une fois et puis il va travailler justement de plus en plus sur des cas concrets. Je pense que là encore, je vais essayer de vous ramener des choses concrètes. En fait, là, on se dit plusieurs choses. La première chose qu'on se dit par rapport à ces sujets, c'est en fait, tout ne va pas nécessiter un contrôle renforcé. Je reviens sur l'exemple que je vous donnais là sur mon affaire des problèmes de coupure du réseau. Bon, pour arriver à faire fonctionner cet algorithme, on va utiliser des données sur où a eu lieu la panne par rapport à la topographie du réseau, quel type d'équipement est concerné, est-ce qu'on a l'équipement de remplacement en stock, quel est le plan de charge des techniciens. Bon, tout ça, on sent bien que sur le fond, c'est pour rendre service à l'utilisateur final et que les données qu'on manipule, sur le fond, ne sont pas très problématiques. Donc voilà, on fera ce qu'il faut pour vérifier qu'on ne fait pas d'erreurs particulières, mais on sent bien que sur un cas comme ça, l'investissement qu'il faut faire pour contrôler ce qu'on fait, il est quand même minimal. Par contre, quand on est sur un autre cas que j'évoquais et que je n'ai pas développé, mais comme la personnalisation ou la recommandation, là, d'un seul coup, on rentre dans un domaine où, sur le fond, on a besoin de s'appuyer sur les achats qui ont déjà été faits par nos clients. Il faut être capable de faire des jumeaux numériques entre les différents clients. Donc, on va utiliser des données, on va dire, pas tout à fait personnelles, mais quasi. Donc là, on rentre dans un domaine qui est beaucoup plus délicat. Et là, on sent que la façon dont il faut qu'on contrôle l'algorithme, elle doit être beaucoup plus précise. Donc le premier message, c'est sur le fond, on ne va pas tout contrôler de la même manière. Et puis après, le deuxième message, c'est la vision qu'on en a, c'est qu'en fait, ça va être une combinaison pour arriver à maîtriser tout ça de technologies. Parce que, évidemment, les gens qui travaillent, qui produisent ces algorithmes, eux, ils vous demandent des outils pour vérifier qu'il n'y a pas de biais dans leur jeu d'apprentissage, qu'il n'y a pas de biais dans les résultats qu'ils produisent. Donc, il faut aussi de la technologie. Il faut aussi de la gouvernance. Le comité d'éthique s'en est un, mais il y a aussi d'autres choses qu'on cherche à mettre en place, c'est-à-dire des revues entre pairs, enfin du travail déjà au sein des équipes. Puis après, il y a une troisième dimension qu'on regarde, c'est aussi la diversité, parce que voilà, il se trouve que si je vous amène des data scientists dans cette salle, ben, on sera devant une salle qui sera plutôt composée de jeunes hommes entre 25 et 35 ans. Donc évidemment, quand en gros l'équipe qui produit, c'est des gens qui sont, on va dire, très voisins, qui sortent des mêmes formations, qui ont le même sexe, etc. Bon, eh ben, vous pouvez passer à côté de quelque chose parce que de toute façon, il n'y a pas assez de diversité dans l'équipe. Donc c'est avec ces trois choses qu'on va chercher justement à s'auto-contrôler. Puis ensuite, on discutera peut-être de la façon dont ça peut être régulé à échelle plus large, mais c'est de la technologie, de la gouvernance et de la diversité. Cécile Dejoux, si vous nous entendez toujours, vous avez intégré ce conseil éthique d'Orange, je crois. À votre avis, pour que les entreprises infusent cette culture du numérique, est-ce qu'elles doivent prendre conscience tout de suite des enjeux considérables que ça demande en termes de formation, de sensibilisation? Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs éléments en fait, dans la réponse possible. Le premier élément, c'est que la base, c'est vraiment d'acculturer les collaborateurs. Parce qu'on peut faire de l'IA, de la data pour les clients. Mais si on n'explique pas à l'ensemble des collaborateurs ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait et comment en interne on a aussi du numérique, de la data et de l'IA qui va changer les processus, qui va changer aussi les modes de travail, ça ne peut pas matcher. Donc la première brique, c'est vraiment d'acculturer les collaborateurs à ce que nous appelons en fait les compétences pour devenir IA compatibles. C'est-à-dire déjà partir du vocabulaire, parce que c'est un monde nouveau, le monde de la data et de l'IA, où il y a un vocabulaire spécifique. Et si on veut que demain des managers, des collaborateurs métiers participent à des projets IA, il faut déjà en fait qu'on se comprenne avec le vocabulaire. Donc, quelle est la différence entre de l'IA symbolique et du machine learning? C'est quoi un RPA, etc. Donc, le vocabulaire. Ensuite, il faut expliquer quel est l'univers de l'intelligence artificielle. On est sur des modes de réflexion différents. On n'est plus sur de la rationalité, du vrai, du faux, on est sur de la probabilité, etc.
Donc il y a tout un corps de compétences pour être IA compatible afin que chaque expert métier puisse rejoindre, participer à un projet IA, et c'est ce qui fait la force et le succès des projets IA. Parce que toutes les études, les recherches montrent que s'il n'y a que des data scientists dans un projet IA, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les besoins en amont ne sont pas suffisamment pris en compte et parce qu'ensuite, on est incapable de monter donc en scalabilité parce qu'en fait, on n'intègre pas les dysfonctionnements. Donc, il faut absolument que les experts métiers participent au projet IA et puissent converser, comprendre, adhérer avec les équipes de data scientists. C'est pour ça que dans de très nombreuses entreprises, nous avons des équipes transverses qui intègrent les experts métiers pour faire de la transformation avec de l'IA. Ça, c'est la première brique. L'acculturation pour être IA compatible. La deuxième brique, c'est bien sûr les usages internes et externes. Bon. Et la troisième brique, c'est la gouvernance. Et là, j'ai l'énorme joie, je suis vraiment ravie d'avoir intégré le comité éthique d'Orange et un comité lié à la diversité également. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on veut intégrer l'intelligence artificielle, il faut avoir une communication sur les valeurs. Et donc là, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que bien sûr, il faut être en phase avec la culture de son pays, des zones géographiques sur lesquelles on fait du business, etc. Et prendre en compte, bien sûr, les réglementations. On voit aujourd'hui que l'Union européenne se positionne sur l'IA. Il faut prendre en compte, bien sûr, ces préconisations. On voit également que si on veut faire du business avec la Chine, on sera dans une autre logique. Et il faut prendre en compte aussi le point de vue culturel asiatique. Donc, c'est très important quand on veut intégrer vraiment une culture holistique, de voir ce qui se passe au niveau légal et au niveau des recommandations des États sur l'intelligence artificielle. Une démarche globale. Oui. Donc, je vais me tourner vers... merci. Attendez, je termine, si vous permettez. Très brièvement. Très brièvement. Donc, je termine sur prendre en compte ça, mais prendre en compte aussi une démarche opérationnelle. Dans les comités, soit on applique des chartes et on fait du top-down, soit on fait remonter des problèmes par rapport à des projets et on fait du bottom-up. Et ça, c'est absolument conjoint aux démarches réglementaires. Donc, il faut vraiment les deux. Dans quelle démarche est-ce qu'on se situe? Et je m'arrête. Merci Cécile Dejeau. Christine Balaguet, comment faire en sorte de mettre le bien au service de la technologie au sein des entreprises? C'est une grande question. Est-ce qu'il faut plus de régulation, plus de contraintes internationales pour forcer ces entreprises? Alors, je vais un tout petit peu développer l'approche qu'on a créée, qui s'appelle Good in Tech. Et Good in Tech, c'est un partenariat que j'ai créé entre l'Institut Mines-Télécom et Sciences Po, avec la Fondation du Risque, avec l'Institut Louis Bachelier, avec des partenaires industriels. On est en train d'en faire un plus gros institut cette année. Good in Tech, c'est une vision qui, au départ, est fondée sur un constat très simple. Le constat simple, c'est que la plupart des organisations, entreprises ou organisations publiques, aujourd'hui, ont des responsabilités sociales qu'elles mesurent avec tout un tas de critères, en particulier l'impact environnemental, alors que ces mêmes organisations ou ces entreprises, et ça a été dit précédemment, développent le digital, l'intelligence artificielle, tout un tas de technologies qui révolutionnent les métiers, le comportement des marchés, qui révolutionnent nos vies quotidiennes, sans mesurer quasiment jamais la responsabilité de ces entreprises sur ces types d'innovations. Donc, le principe de Good in Tech, c'est de se dire comment on peut avoir une innovation numérique qu'on va qualifier de responsable. Et donc, j'enlève le mot éthique parce que j'ai été dans des comités d'éthique et de nombreux comités d'éthique et j'ai évolué, je suis encore dans des comités d'éthique, mais j'ai évolué par rapport aux comités d'éthique et je me permets juste d'alimenter le débat en une petite remarque sur les comités d'éthique. Les comités d'éthique, souvent, c'est très bien, ce sont des experts très reconnus, mais le principe du comité d'éthique, c'est qu'on va avoir une bonne conscience. Ça va être la bonne conscience de l'organisation ou la bonne conscience de la plateforme. Je parlerai peut-être de Facebook tout à l'heure, ou la bonne conscience de l'organisation.
Or, aujourd'hui, ces questions de responsabilité des technologies, ce n'est pas au niveau d'experts, ce n'est pas au niveau comité d'éthique que ça doit se traiter. Cécile l'a un tout petit peu dit tout à l'heure. C'est tous les salariés, tous les individus qui développent des technologies, qui sont impliqués dans des projets technologiques, doivent avoir une démarche éthique et doivent être sensibilisés à l'éthique. Et donc, il faut sortir de ces groupes d'experts. Donc, je reviens à Good in Tech pour dire que nous, notre vision, c'est de dire il faut aujourd'hui développer de l'innovation numérique responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, pour toute technologie, qu'elle soit développée dans des grands groupes ou dans des start-up, pouvoir en mesurer l'impact sur 2 dimensions. L'impact environnemental. On sait aujourd'hui que les technologies ont un impact environnemental. La création, évidemment, non seulement les devices, la fabrique d'un téléphone, d'un ordinateur a un impact carbone non négligeable, mais on parlait de l'intelligence artificielle. L'entraînement d'un seul algorithme d'intelligence artificielle a un plus grand impact carbone que la durée de vie de 5 voitures ou d'un humain sur toute une vie. Donc c'est considérable. Ce sont des enjeux qui sont très peu adressés, numérique et environnement. On commence à regarder le sujet, mais tout est devant nous. Donc mesurer l'impact environnemental et mesurer l'impact sociétal. Donc sur l'impact sociétal, c'est intéressant. Il y a tout un courant sur lequel il y a beaucoup de conférences. Là aussi, on parle beaucoup d'éthique. C'est le courant Tech for Good. Alors là, on se dit, on a trouvé la solution parce qu'on a des technologies for good, c'est-à-dire qui répondent à des enjeux de société, qui font du bien à la société. Mais ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est mesurer l'impact de tout ça. Donc, moi, ça fait des années que je travaille sur ces questions d'éthique des technologies, sur l'impact sociétal et environnemental des technologies. L'idée maintenant, c'est qu'il faut mesurer. Donc, Good in Tech, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mesurer l'impact sociétal et l'impact environnemental des technologies. Et donc, on a plusieurs doctorats en cours qui travaillent sur ces sujets et on a mis en place des mesures. Et il faut mesurer... Pardon de rentrer dans le détail, mais 2 types d'impact. L'impact positif et l'impact négatif. Parce que la plupart du temps, vous avez des organisations qui disent « Oui, Tech for Good, j'ai un impact sur la société, je travaille à améliorer l'éducation, je travaille à améliorer l'inclusion, la diversité, la mixité sociale, donc j'ai un impact. » Mais on ne sait pas quel est cet impact, et donc il faut le mesurer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir mesurer, je termine, le fait que la technologie n'a pas en même temps qu'un effet positif, il faut qu'elle n'ait pas d'effet négatif. Vous pouvez avoir aujourd'hui des technologies qui se développent, avec des technologies qui effectivement solutionnent des problèmes environnementaux ou luttent contre l'environnement climatique avec plein de capteurs. Y compris des capteurs à domicile dans nos vies extrêmement privées. Et en même temps, sont des sources de limites de nos libertés, donc impact sociétal. Donc, je résume, Good in Tech, ce sont des technologies qui sont à la fois Tech for Good, mais en mesurant l'impact sociétal, qui sont surtout Tech for Environment, c'est-à-dire qui préservent l'environnement, dont on sait mesurer les impacts, à la fois positifs, mais dont on garantit que les effets négatifs seront limités. Et je n'ai pas parlé de l'IA, mais sur l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de courants internationaux sur l'éthique de l'IA. Il y a le projet de régulation européenne, et on parlait de régulation tout à l'heure. Pour moi, il y a 2 niveaux. Il y a le fait que les entreprises doivent s'engager sur des mesures, et puis évidemment la régulation. Mais ces sujets, on sait que l'éthique de l'IA, je vous donne juste un seul exemple et j'arrête. Les techniques de recrutement basées sur l'IA aujourd'hui, qui sont développés. Moi, j'ai des étudiants qui sont recrutés avec des CV qui sont traités automatiquement par des machines ou avec des vidéos qu'ils font, 5 minutes. Ils répondent à des questions et la vidéo est traitée par de l'intelligence artificielle. On a beaucoup travaillé sur ces questions. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, selon les données que l'on utilise, selon les biais des données que l'on a, selon le type d'algorithme d'IA qu'on utilise, selon la finalité que l'on a avec ces systèmes, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces systèmes sont discriminants ou peuvent être discriminants. Donc, par exemple, dans le cas du recrutement, eh bien, mais il y en a plein d'autres, reconnaissance faciale et autres, il faut être extrêmement vigilant à mesurer tous les effets potentiellement négatifs de l'intelligence artificielle. On commence à le faire.
il y a plein d'éléments très positifs qui nous font penser qu'on va pouvoir le faire. Et donc, mesurons l'impact sociétal et environnemental de l'intelligence artificielle. La mesure, une des clés, Jérôme Béranger, pour vous, l'outil de régulation idéal, quel serait-il très brièvement, puisqu'il va falloir accélérer le tempo? Je vais essayer d'être plus rapide. Très bref, s'il vous plaît. Non, mais la mesure est fondamentale, en fait. On le voit bien. C'est ce que j'ai essayé de me battre depuis 10 ans, depuis ma thèse doctorale en médecine. C'est se dire, c'est bien l'éthique, mais c'est souvent un effet d'annonce. C'est une charte éthique. Il y en a des milliers partout. Il y a des manifestes, très bien, mais comment, à un moment, il faut les rendre opérationnels, déclinables, en action, pragmatiques. Et si on ne peut pas mesurer l'impact que ça a de tel ou tel projet digital, vous ne pouvez pas prendre après, créer une feuille de route avec des actions, des préconisations pour améliorer la situation. Et donc du coup, la régulation éthique, pour moi, il ne faut pas la mettre en contrebalancement avec la régulation réglementaire du juridique. C'est deux régulations complémentaires mais différentes. C'est-à-dire que le juridique est plus là pour... entre guillemets, pour sanctionner, plus en aval finalement. C'est pas le même temps. C'est pas du tout le même temps. C'est-à-dire que c'est toujours un temps de décalage, la course contre la montre pour rattraper l'évolution. C'est la notion de cette table ronde, du temps, parce que l'évolution technologique est exponentielle. Par nature, la régulation juridique, elle est chronophage. Un procès ou autre, vous voyez bien, ça peut prendre des années, mais même les textes de loi pour que ça soit légiféré, mais c'est normal, on en a besoin dans une démocratie, heureusement. Par contre, ça a un voire deux temps de retard par rapport aux nouvelles technologies avant que ça soit obsolète ou pas. Et la régulation éthique a cet avantage d'être plus flexible. C'est une pensée en mouvance, c'est une régulation qui est temporelle, qui est en amont, pendant, après. Souvent, le réglementaire s'alimente de l'éthique. Et elle n'est pas là pour sanctionner, mais plus pour accompagner. Et donc, du coup, elle peut constituer des vraies feuilles de route. Alors, oui, je l'entends, un comité d'éthique, peut-être qu'il faut sortir des comités d'éthique, mais ça peut être une locomotive, quand même, un comité d'éthique qui prend considération aussi, par des enquêtes, les potentiels clients, leurs intérêts. Ce qui est important, c'est qu'un projet digital doit répondre, en mon sens, en deux choses. À la fois aux attentes de la société civile, des potentiels clients pour Orange, mais aussi, si c'est pour la médecine, on est tous des potentiels patients, et aussi aux exigences du professionnel, parce que c'est lui qui alimente finalement, qui utilise ces applications digitales aussi, entre autres, pour son métier. Et donc du coup, ce temps de régulation éthique est très important, justement pour mieux accompagner, pour créer des feuilles de route. Et j'aime bien, et je suis d'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure, en disant qu'en fait, on n'a rien inventé. Les grands penseurs gréco-latins en philosophie avaient déjà posé les bases. On refait la même chose sous différentes formes. Je prends Léonard de Vinci, il disait il faut faire pour penser et penser pour faire. Peut-être que si on l'actualise, ça serait il faut numériser pour moraliser et moraliser pour numériser. Petite question complémentaire, dans ce temps qui s'accélère, oui, la notion d'éducation est primordiale selon vous? Elle est fondamentale, mais éducation à la fois éducation sociétale. On parle de formation, souvent formation professionnelle, très bien. Il y a la formation professionnelle initiale et continue. Je prends un exemple. Des fois, j'interviens dans les grands groupes d'assurance mutuelle. Ils me disent oui, on est content, on vient de développer un service d'intelligence artificielle pour la data science. Et on a recruté plein de data scientists qui sortent de l'école et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée et ce n'est pas des experts métiers. C'est-à-dire que c'est plus facile de prendre des actuaires ou des experts métiers et de leur faire une formation continue de data scientist parce qu'ils comprennent l'écosystème. Et donc là, ça fonctionne dans ce sens-là. Donc la formation, elle est indispensable. Et l'éducation et la sensibilisation des citoyennetés, parce qu'on est tous des utilisateurs en puissance aussi des applications digitales. Donc l'un ne va pas sans l'autre, en mon sens. L'éducation, une autre clé. Eric Salopbir, vous croyez à l'émergence d'une autorité de régulation qui nous faciliterait la vie avec ces nouvelles technologies ?
la régulation elle est en train de se mettre en œuvre au niveau européen, on l'a dit avec le projet de réglementation. Moi, je voudrais juste revenir sur tout ce qu'on a dit autour de la façon dont on fait de l'éthique, parce que je pense qu'effectivement, avoir des grands principes que personne n'applique, mais qu'on a juste affichés au mur, ça a été notre bouée de secours pendant quelques années dans beaucoup d'entreprises. Maintenant, je crains qu'on soit passé de l'autre côté, mais de façon malheureusement... comment dire, tout aussi dangereuse. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, ça on est d'accord, mais en même temps, le danger c'est que maintenant on va pour tout avoir des scorecards, des évaluations, des je sais pas quoi, et on a l'impression qu'à partir de cette espèce de compliance, on est sécurisé, on a fait l'éthique parce qu'on a bien coché toutes les cases. Et ça me paraît aussi assez dangereux parce qu'on se rend compte, il suffit d'ouvrir les journaux, que quasiment toutes les semaines il y a des scandales d'entreprises qui ont été parfaitement compliantes, elles ont coché toutes les cases, elles ont tout bien fait comme il faut, sauf qu'en fait au niveau de l'esprit c'était pas du tout ça, et qu'en fait l'eau trouve toujours son chemin, et la magouille trouve aussi toujours son chemin, ou l'erreur trouve toujours son chemin, et qu'en fait tout ça ne protège pas d'un Dieselgate. Donc moi à mon avis la question, et c'est pour ça que j'aimais bien ce qui était dit tout à l'heure au niveau de la culture, c'est comment on crée quelque chose qui est finalement beaucoup plus complexe que ça, de façon extrêmement concrète, et qui va mêler à la fois de l'évaluation et tout le travail qu'on fait, nous, au sein de Tech for Good, l'initiative de la présidence de la République sur la dimension inclusive des technologies, c'est ça, c'est essayer d'avoir des critères, des principes, etc., mais aussi développer une forme de culture, faire circuler la parole d'une certaine façon dans l'entreprise pour permettre aussi que si quelque chose n'apparaît pas dans les cases, à un moment, ça soit quand même aussi remonté. Sinon, le danger, c'est effectivement que l'entreprise se sente en sécurité, mais qu'en fait, elle n'est absolument pas, gérer le problème. Merci beaucoup, Eric Salaubier. On va se tourner vers la salle pour... Visiblement, Cécile Dejoux a l'air d'accord avec vous. Allez, on va passer... Non, c'est ce qui fait le débat, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en parler. Voilà, en tout cas, il garde le sourire, donc c'est bien. On va passer, on a eu quelques questions, il y a eu pas mal de questions qui nous ont été envoyées par SMS ou via la plateforme de Laval Virtual. Alors, évidemment, on va essayer de prendre quelques questions. Des réponses assez courtes et synthétiques. Donc, la montée en puissance du télétravail est-elle le signe d'une décélération, d'une accélération du temps? Alors, qui veut répondre? Oui. Allez-y. Christine Balaguer. Plus d'une adaptation au contexte, quoi. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une accélération. Après, la crise en elle-même est un accélérateur et un révélateur d'une situation. Donc, voilà, j'ai fait court. C'est très court. Très bien. Autre question. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Bon, est-ce qu'elle va apparaître? Je ne sais pas. Bon, visiblement, le temps s'est arrêté. On ne peut pas dire qu'il accélère. Peut-être une question dans la salle. Oui, monsieur. Alors, mademoiselle, on va vous tendre un micro. Attendez. Non, mais on va vous tendre un micro. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses. Donc, j'ai des questions sur beaucoup de choses, mais bon, je vais essayer d'écourter. Une question. Une question. La question, c'est par rapport à Rosa, que vous avez cité, par rapport à ce problème de la vitesse qui a été, en tout cas, pensé, réfléchi par des Français depuis les années 40-50. J'en vois aux travaux de Paul Virilio. Plus récemment, ça a abouti à la pensée d'un Stigler qui a travaillé beaucoup sur le pharmacon, sur le caractère pharmacologique de toute technologie. Pharmacon, vous prenez n'importe quel médicament, monsieur le sait, c'est marqué ne pas dépasser la dose prescrite. C'est-à-dire il est bon, mais si on dépasse, ça peut devenir un poison. Et j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, tout ce numérique, toute cette histoire du numérique, laisse impenser ça. On parle de management, etc. On donne l'exemple du portable, mais le portable, c'est d'abord un achat. Pour celui qui cherche du travail, c'est un achat d'abord, un abonnement. C'est les GAFA, pour faire court. Et qu'est-ce que vous pensez
tout ça, de tous ces impensés, si on veut, de... Alors je vais essayer de bref, parce qu'il y a plein de questions dans votre question, c'est extrêmement intéressant. Moi, peut-être juste en quelques mots, ce que je pourrais dire, c'est que effectivement, on travaille, parce qu'on veut être concret, assez souvent sur le comment, mais pas assez sur le ce qu'on fait, ni le pourquoi. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est l'un des points que mettent en lumière les auteurs que vous avez cités, c'est d'essayer de prendre un pas de recul pour pas seulement faire les choses bien au sens comment est-ce qu'on les fait, mais se demander si chaque chose mérite réellement d'être faite. On sait, enfin, vous aurez Étienne Klein tout à l'heure, donc il va vous parler de progrès et d'innovation, mais c'est vrai qu'on sait que toute innovation n'est pas forcément un progrès, donc finalement c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux, et on n'est pas certain que tout doit être mis en œuvre. Après, sur ce que vous disiez sur le fait qu'on ne prend pas en compte, je pense qu'effectivement il y a peut-être, alors on a un psychologue dans la salle, donc j'oserais pas parler de schizophrénie, mais on va dire parfois une espèce de dualité dans la façon dont on fonctionne, c'est-à-dire que par certains côtés on fait à court terme un certain nombre de choses sans en vouloir les conséquences à moyen ou long terme. Et je pense qu'à travers les technologies, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dépasser les doses prescrites sur un certain nombre de cas. On va sortir du chemin qui nous est favorable, souvent sans s'en apercevoir. Et c'est là que quand on parlait d'éducation, de développer une culture, etc., je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qu'il faut... Il y a un moyen pour nos contemporains de se ressaisir des technologies. C'est le seul moyen pour s'assurer que les conséquences de leurs usages à court terme dans leur vie seront vraiment des conséquences positives à moyen long terme. Allez, une dernière question et on arrêtera là. Et l'éthique des consommateurs et des consommatrices, comment nous y travaillons ? Oui, alors moi je suis un peu spécialisée dans le comportement des consommateurs par rapport aux technologies. On a mené beaucoup de travaux là-dessus. Je ne sais pas s'il faut travailler sur l'éthique des consommateurs et consommatrices. Est-ce qu'il faut obliger les gens à être éthiques ? Je pense qu'on est tous voilà, libres de nos choix. En revanche, donc on a quand même un gros différentiel entre ce qu'on appelle l'éthique la question sur l'éthique du consommateur et puis ce que l'on peut exiger en termes d'éthique des organisations ou des entreprises qui développent ces technologies avec les conséquences que ça peut avoir sur les consommateurs. Sur les consommateurs, moi je parlerai plutôt d'éducation. J'enseigne beaucoup à des étudiants et effectivement la question c'est pas la question de l'éthique qui me préoccupe, c'est la question de l'éducation, en particulier des jeunes, mais surtout des moins jeunes qui sont encore moins attentionnés par rapport à leurs données personnelles, par rapport à, je dirais, les risques qu'ils peuvent prendre avec des usages de technologie. Et donc, il me semble qu'il faut éduquer. Il faut éduquer à deux choses. Je me répète, mais à l'impact sociétal, c'est-à-dire quel risque on prend avec ces technologies, notamment lorsqu'on fournit trop de données personnelles. Je travaille sur des jeunes diabétiques avec des dispositifs connectés. Vous avez des jeunes diabétiques adolescents qui mettent leur niveau de glycémie sur Instagram. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle la privacy paradox. Ils mettent plein de données personnelles. Et en même temps, ces données, il faut quand même pouvoir les protéger. Donc, il faut éduquer au fait que, attention, eh bien, ces technologies captent des données. Et on a entendu aussi tout à l'heure que ces données sont ou peuvent être très utilisées, les données que l'on met. Deuxième aussi sujet, c'est l'impact environnemental. Lorsqu'on passe une nuit à regarder une série sur Netflix et se taper tous les épisodes, eh bien, l'impact environnemental est non négligeable. Quand on fait une vidéo sur YouTube plutôt qu'un texte sur Facebook, eh bien, on a plus d'impact environnemental. Alors, ces sujets sont un peu nouveaux, mais je pense qu'il va y avoir une prise de conscience de plus en plus importante. Et puis peut-être une diversité des technologies. On sait qu'il n'y a que 2 fournisseurs d'accès, par exemple, de systèmes mobiles. Il y a Android qui est Alphabet Google et il y a l'iOS d'Apple. Bon, maintenant il y a un peu Huawei, mais il y a quand même d'autres technologies. On a pu voir d'autres technologies se développer, notamment à Hong Kong, des boîtes qui développent de nouveaux systèmes mobiles qui ne captent pas du tout de données. Et donc, qui permettraient aussi d'éduquer directement des consommateurs plus facilement.
Merci beaucoup d'être venu dire quelques mots sur le plateau des assises éthiques et technologies du futur. Merci à vous de votre participation. Merci Cécile Dejoux. On aurait aimé effectivement vous écouter plus longtemps. Malheureusement, il est 11h02 et c'est le temps de la pause. On se retrouve à 11h30 ici. Il y a un café qui vous est offert et les terrasses sont ouvertes car il fait très beau aujourd'hui.